Ces 12 accessoires pour la PS5 sont parfaits pour améliorer son setup. Après en avoir construit un paquet pour le bureau, je voulais améliorer celui de mon salon, donc j'allais tester un maximum d'accessoires différents. Certains ne sont pas du tout intéressants, alors que d'autres ont vraiment amélioré mon expérience de jeu, comme ces écouteurs sans fil, parfaits pour la PS5, ce kit Ambilight ultra précis et réactif, ou cette manette pro avec plein de fonctionnalités en plus, et plein d'autres accessoires qui ont eu un réel impact dans ce setup, à commencer par l'upgrade le plus sous-coté pour la PS5, augmenter le stockage interne de la console, parce qu'on peut régler son plus gros problème en 5 minutes, mais il faut faire attention à choisir le bon modèle. Du coup, j'ai installé ce SSD là qui coûte environ 80 € directement dans ma PlayStation 5 pour lui ajouter 1 Tera de stockage, parce qu'il y a un vrai problème de mémoire dans cette console. Le 1 Tera de mémoire de la Slim, en réalité, c'est 848 Go à cause des fichiers du système, et c'est encore pire sur la PS5 Fat qui elle passe de 825 Go à 667, et quand on sait que Black Ops 6 à lui seul, c'est je crois 325 Go quand on a tout installé, on se rend compte que c'est rapidement un problème. Alors on peut simplement brancher un SSD externe sur la console, mais on ne peut pas jouer directement aux jeux qui sont installés dessus, donc la meilleure solution, ça reste d'installer un SSD directement dans la console. Par contre, tous les modèles ne sont pas compatibles. Déjà, c'est pas nécessaire d'acheter ceux avec la mention officielle pour PlayStation 5, qui souvent coûte plus cher pour pas grand chose. Il faut simplement que ce SSD M2 soit Gen 4 et avec un dissipateur. Moi, j'ai choisi celui-là qui remplit toutes ces conditions et m'a coûté 88 € pour 1 Tera. Je vous mettrai d'autres options dans la description parce que ça peut aller jusqu'à 2 voire 4 Tera si jamais ça vous intéresse. Pour l'installer, tout est prévu par Sony pour que ça soit le plus simple et rapide à faire. On a juste à déclipser les façades, retirer 2 vis et ça y est, c'est installé. Quand on rallume la console, elle détecte automatiquement le nouveau stockage sur lequel on peut installer nos jeux comme si c'était la mémoire de base de la console. Et petite astuce, si vous avez déjà un SSD M2 mais qui n'a pas de dissipateur, on peut quand même l'utiliser grâce à ce petit accessoire qui remplace le couvercle d'origine et permet de laisser la chaleur se dissiper. D'ailleurs, en remontant toute la console, j'en ai profité pour changer complètement la couleur de cette PS5 Slim avec de nouvelles façades qui fonctionnent vraiment bien dans ce setup. Là aussi, c'est très facile de changer les façades d'origine de la console, mais le problème, c'est leur prix, parce que Sony vend les officiels à partir de 55 € pour les noirs comme ça, et ça va jusqu'à 65 € pour les éditions Chroma. Mais comme je voulais quand même donner un nouveau look à ma console, je me suis mis à la recherche d'alternatives moins chères, alors j'ai acheté plein de modèles différents sur Amazon pour les tester et trouver une meilleure solution, sauf que c'est un peu compliqué. En France, c'est impossible de trouver une vraie marque qui produit de bonnes façades pour PlayStation 5. Tous les modèles que j'ai reçus, à chaque fois, ils ont des défauts. Toutes utilisent un plastique de mauvaise qualité, plusieurs ont un design douteux, et certaines ne se clipsent juste pas du tout. Le seul modèle où j'étais à peu près satisfait de la qualité, c'est celui-là, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont quasiment jamais de stock et qu'une seule couleur de disponible. Pourtant, tous ces modèles coûtent quand même assez cher, environ 40-45 €, pas si loin du prix des façades officielles, donc si vous voulez changer la couleur de votre PlayStation 5, franchement c'est plutôt sympa. Par contre c'est peut-être mieux de prendre les officiels qui certes vont coûter 10 € de plus, mais avec vous n'aurez pas tous les problèmes que moi j'ai pu avoir, et contrairement aux fausses, on a le logo PlayStation qui est découpé en haut à gauche, et d'ailleurs je ne savais pas, mais Sony a prévu à cet endroit un espace pour venir coller des stickers et créer un effet sympa une fois que la façade est remontée. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais un kit comme ça coûte moins d'1 €, et avec une bonne combinaison de couleurs, on peut personnaliser sa console pour vraiment pas cher, comme là avec les façades grises et le logo en couleur de PlayStation, pour créer un design un peu comme l'édition spéciale des 30 ans, mais pour beaucoup moins cher. Dans le même style, mais plutôt pour la manette, il y a ces petits accessoires qui sont un très bon moyen pas cher pour les personnaliser et même les améliorer. Alors j'ai testé beaucoup d'accessoires pour customiser sa manette, des stickers, des skins en silicone, et honnêtement rien ne vaut vraiment le coup, à part ces grips qui s'installent sur le dessus des sticks pour changer leur forme, leur style de grip et aussi leur hauteur. J'avais déjà testé pas mal de versions, comme celle-là, et particulièrement apprécié le fait de pouvoir doubler la hauteur du stick de droite, ce qui permet d'augmenter la sensibilité en jeu, tout en gardant assez de précision pour faire des micro-ajustements, mais cela coûtait beaucoup trop cher pour 2 simples morceaux de plastique, donc j'ai cherché une meilleure solution, et trouvé ceux-là qui offrent plus de choix, et sont 2 fois moins chers. Par contre, le design avec les têtes de mort dessus, bon, c'est un peu dommage.
Après, ça reste quand même un bon moyen de personnaliser et améliorer la manette de base, mais depuis quelques mois, la manette que j'utilise le plus au quotidien, c'est celle-là, la DualSense Edge, une manette qui a plein de fonctionnalités en plus par rapport à celle d'origine, comme des palettes à l'arrière, des profils personnalisés, etc., et qui arrive à être super intéressante, malgré un prix bien salé à 220 €. En fait, c'est quand même assez difficile de trouver une bonne manette pro pour la PlayStation 5, avec Sony qui nous empêche d'utiliser toutes les manettes qui ne sont pas sous licence officielle. Si on veut ces fonctionnalités en plus, il faut tout de suite lâcher entre 180 et 250 €, alors que sur PC ou Xbox, il y a plein de super options pas chères de disponibles, comme la 8BitDo Ultimate qui, à 50 € est l'une des meilleures manettes du marché. Donc après en avoir testé plusieurs, j'ai finalement pris celle-là, parce que c'est la manette parfaite pour cette console. Déjà, on a les fonctionnalités Pro, donc les palettes à l'arrière avec 2 formes de boutons disponibles. On a aussi les gâchettes à profondeur ajustable sur 3 niveaux, dont celle avec une activation rapide, qui est très intéressante sur tous les jeux un peu compétitifs. On peut aussi changer le dessus des sticks, la forme et même leur hauteur. Et il y a tout un système de création de profil intégré dans les menus de la console, où on peut y remapper des touches, créer des courbes de sensibilité des sticks, etc. Et avec le bouton FN qui est situé juste en dessous des sticks, on peut switcher d'un profil à un autre à tout moment pour s'adapter au jeu auquel on est en train de jouer. Honnêtement, moi qui critique très souvent Sony pour tous les prix qu'ils pratiquent sur leurs produits PlayStation, là, même si c'est extrêmement cher pour une manette, on a quand même l'impression d'en avoir pour son argent, parce qu'on a aussi plein de petits détails sympas sur la manette, comme la texture à l'arrière qui a été changée pour avoir un meilleur grip, les motifs sur le touchpad, ou la possibilité de soulever la coque sous les sticks pour les enlever et les remplacer si jamais on a un problème. Par contre, elle a une batterie qui tient moins longtemps que la manette d'origine. Apparemment, ça serait à peu près 7 heures, donc quasiment 2 fois moins que celle-là. Mais en réalité, j'ai pas tellement vu la différence, déjà parce que je fais rarement des sessions de 7 heures de game d'affilée, mais aussi parce que j'ai installé ce dock qui permet de recharger 2 manettes en même temps pour commencer chaque session avec 100% de batterie. La recharge avec ce dock, elle se fait via la connexion sous la manette, donc on a juste à la poser dessus pour qu'elle se glisse dedans et qu'elle commence à charger, mais ça permet aussi d'avoir un endroit dédié au rangement des manettes, que ça soit sur le meuble télé ou dedans, on les retrouve toujours au même endroit et à 100% de batterie. Par contre, si vous n'avez pas la place ou juste pas envie d'avoir un dock comme ça, cet accessoire peut être très intéressant pour vous. C'est une batterie externe pour les manettes qui est parfaite pour ces moments où on n'a plus de batterie et qu'on est trop loin pour la recharger. Elle a une forme qui est faite pour être facile à utiliser quand on a une manette dans les mains, elle n'est pas trop lourde, mais permet quand même de recharger apparemment pendant 12 heures d'utilisation, mais moi j'ai surtout trouvé intéressante pour être sûr à chaque fois d'être capable de finir ma session tranquille, avant de la mettre à charger à côté de la console pour qu'elle soit encore disponible pour la prochaine session. D'ailleurs, la console, elle est juste à côté, en verticale sur le meuble télé, avec un support qui ressemble à l'officiel de chez Sony, mais qui est de meilleure qualité et qui coûte 2 fois moins cher. À la base, la PlayStation 5 Fat, elle était livrée avec un support horizontal et vertical, alors que la Slim, elle a juste ces 2 morceaux de plastique pour la poser en horizontal, et rien du tout pour le vertical. Alors, un support, c'est pas 100% nécessaire pour qu'elle tienne en vertical comme ça, mais si notre meuble télé est un peu dans le passage, ça pourrait quand même tomber assez facilement. Donc, à la base, moi, j'ai acheté le support vertical officiel, mais 30 €, franchement, c'est abusé. Donc, j'ai trouvé cette alternative-là sur Amazon pour 15 €. Honnêtement, c'est impossible de faire la différence avec l'original, et en plus, elle a une vis dessous qui tient bien mieux dans le temps. Pendant mes tests, j'ai aussi essayé ce genre de support qu'on voit un peu de partout, avec des lumières, des ventilateurs, etc. Franchement, ne perdez pas votre argent là-dessus, les ventilateurs du support ne servent à rien à part faire du bruit en plus, parce que la console de base, elle est très bien ventilée, elle ne surchauffe pas, à moins qu'elle soit pleine de poussière, mais justement, pour prévenir ça, j'ai trouvé ces filtres qui s'installent facilement sur les grilles des ventilateurs de la console. La PS5, si on ne l'entretient pas de temps en temps, la poussière peut s'accumuler rapidement sur les ventilateurs à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, et là ça devient plus compliqué, parce qu'au bout d'un moment, elle commence à faire plus de bruit, elle peut se mettre à surchauffer, et à ce moment-là, il faut la démonter pour nettoyer tout l'intérieur, etc. C'est vraiment une galère, mais grâce à ces filtres, on retient quasiment toute la poussière à l'extérieur, et on peut les nettoyer facilement. Ensuite, pour les écouteurs, après pas mal de tests, je suis tombé sur ceux-là, qui peuvent se connecter sans latence à la console, tout en restant connectés au téléphone en Bluetooth, c'est les GameBuds de chez SteelSeries.
Alors, on ne peut pas utiliser n'importe quel écouteur Bluetooth directement sur sa PlayStation 5. Il faut soit acheter les écouteurs officiels de chez PlayStation, donc entre 220 et 250 €, soit prendre un modèle avec receveur USB, comme celui-là par exemple, ce qui permet d'avoir aucune latence in-game. Mais ceux-là, ils ont aussi la possibilité de rester connectés au téléphone en Bluetooth, pour que lorsqu'on tape 2 fois dessus, ça switch directement de la PlayStation 5 vers le téléphone, donc plutôt pratique pour regarder une vidéo YouTube entre deux games. Cela, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé pour le moment, et ça même s'il coûte 140 €, parce que toutes les autres options coûtent extrêmement cher, contrairement à cet accessoire, un kit de LED Ambilight que j'ai installé derrière ma télé, qui scanne l'image en permanence pour reproduire les couleurs derrière, et ça en coûtant 4 fois moins cher que le modèle de chez Philips. À la base, ma télé elle n'a pas de système Ambilight d'intégré, donc j'ai installé celui-là qui scanne l'image par l'HDMI, ce qui lui permet d'avoir aucune latence et d'être extrêmement précis pour donner une impression d'agrandir l'écran avec la lumière. C'est assez intéressant pour le gaming, mais c'est aussi très agréable pour regarder des films et des séries grâce au côté immersif que ça crée, et tout ça pour 130 € contre quasiment 500 pour le kit de chez Philips Hue. Par contre, c'est pas une solution parfaite. Déjà, c'est de la HDMI 2.0, donc on est limité à de la 4K 60 fps, et si votre télé peut afficher les 4K 120 de la PlayStation 5 sur certains jeux, là ça ne sera plus possible. Aussi, ce kit, il manque un petit peu de luminosité, c'est largement suffisant la nuit, mais pas trop utilisable le jour, et on a un seul port HDMI dessus, donc c'est pas possible d'en profiter aussi sur sa Chromecast ou sur une autre console sans devoir tout défaire à chaque fois, sauf si on utilise cet accessoire, un switch HDMI qui permet de brancher tous ces périphériques sur un seul port HDMI et switcher entre eux avec une télécommande. Sur ce modèle précis, il y a 3 ports HDMI, donc on peut brancher dessus une autre console et un Fire Stick par exemple, pour passer de l'un à l'autre sans avoir besoin de tout démonter et remonter à chaque fois. Maintenant, si vous cherchez d'autres accessoires pour améliorer votre setup gaming, je vous ai fait cette vidéo qui devrait vous intéresser. D'ailleurs, vous pouvez cliquer dessus pour la voir, ou sur celle-là pour améliorer votre setup de bureau, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine.